Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. The growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CLAP, le podcast qui lance l'action. En posant la question à des experts du comportement humain, nous essayons de comprendre pourquoi une majorité de personnes est consciente des enjeux du changement climatique, mais ne change pas pour autant ses comportements pour réduire ses émissions. Ce podcast est issu d'un projet plus complet de films documentaires et d'expéditions bas carbone qui s'appelle Carbone Odyssée. Vous pouvez le retrouver en description si ça vous intéresse. Aujourd'hui, nous sommes avec Camille Lefrançois Coutan, psychologue, chercheuse en sciences comportementales et cognitives, coordinatrice du laboratoire de psychologie et neurosciences de l'Institut de médecine environnementale et secrétaire générale du GIECO, groupe international pour l'évolution du comportement. Dans cet épisode, on va discuter de la création et des objectifs de ce groupe international et interdisciplinaire qui étudie le comportement humain, des blocages qui empêchent le passage à l'action du point de vue d'une psychologue, et finalement les leviers sur lesquels on peut jouer pour faire changer les comportements. Dans nos premiers échanges, tu disais que c'est ton diplôme d'ergonomie qui t'a amené à t'intéresser au facteur humain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière ce terme et qu'est-ce que le facteur humain pour toi? En aéronautique, on apprend en gros, je crois que c'est là pour moi le démarrage, que à chaque fois qu'il y a un accident ou un incident, il y a une problématique de facteur humain. C'est-à-dire soit dans l'ingénierie de l'avion, donc dans la conception, soit dans la procédure de sécurité, soit dans la technique de vol, Bon, il y a toujours un problème qui va être lié à l'humain. Sur la question environnementale, voilà, ce serait un peu, à mes yeux, je ne veux pas, hypocrite que de considérer qu'on y est pour rien, évidemment. Jusqu'à très tard, j'étais plutôt dans le fait de constater ça, qu'il puisse y avoir des prises de conscience, mais qu'il n'y avait pas d'action qui suivait derrière. Ça n'est qu'à partir de ma thèse où j'ai pu comprendre, puisque j'ai étudié le sujet durant ma thèse, qu'on pouvait mettre en place des stratégies d'adaptation. Donc que l'humain en tant que tel pouvait avoir quand même une marge de manœuvre, faire des dégâts, ok, mais qui pouvait aussi corriger un tant soit peu certaines choses. Donc, wait and see. On verra bien. Ok. Tu parlais, à un moment, tu disais avoir rencontré Jacques et que lui était déjà touché par ces questions d'environnement et de changement climatique. Oui, beaucoup. Toi, comment s'est passé ton cheminement pour arriver à être touché par ces questions-là? Parce qu'aujourd'hui, du coup, le GIECO traite quand même de ces questions, du changement de comportement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et donc, toi, quel a été ton cheminement personnel par rapport à toutes ces questions? Ta prise de conscience, est-ce que ça fait longtemps? Alors, je ne sais pas s'il y a eu de prise de conscience, c'est ça le pire. Je m'explique. Je veux dire par là, ce sont vraiment des questions qui m'ont, vraiment depuis d'aussi loin que je me souvienne, qui m'ont préoccupée, laissée un peu perplexe. Quand j'étais jeune, bon, c'était évidemment pas encore dans les mœurs, du tout. C'était pas dans l'éducation familiale non plus, même s'il y a eu un événement quand même. Mon père au départ était ingénieur agri. Il a changé radicalement pour devenir expert comptable. Et son explication à l'époque, mais il n'en a jamais reparlé, c'était qu'en tant qu'ingénieur agri, il avait déjà commencé à avoir des problèmes où il disait on épuise les sols, on est en train de tout détruire. Et ça l'avait un peu écœuré, donc il s'était éjecté, entre guillemets, de ce milieu-là, donc il avait changé radicalement. Mais après, c'était un petit peu quand même, pour admettre, la politique de l'autruche, quoi. Je ne peux pas avoir. Et en termes d'action pro-environnementale, c'était quand même très, très limité. Et à part ça, on n'en a jamais reparlé. Donc ça a toujours été des questions qui m'ont préoccupée. Je me disais, tiens, c'est bizarre
n'y ait personne autour de moi qui réagisse. Donc c'était timidement, voire même honteusement au départ. Ça s'est développé, mais j'en parlais pas du tout. Et je ne savais pas quoi faire moi-même, à vrai dire. Jusqu'à ce qu'effectivement, enfin, je mette un pied, pour le coup, à l'Institut. Et là, je me suis dit, on peut parler de ces questions-là, c'est ouvert, c'est open. Et là, pour le coup, là, je me suis dit, ouais, on y va. Et alors, j'imagine que ces questions te touchent un peu parce que tu disais que vous étiez en train de monter un groupe de travail sur la solastalgie. Et donc, est-ce que toi, parce que tu as été un peu angoissé à un moment ou parce que il y avait des personnes autour de toi qui en avaient besoin? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce groupe de travail? Alors, au départ, je n'étais pas tellement angoissée, j'étais juste perplexe, en fait. Je me dis, bon, ce serait bien qu'on fasse quelque chose, mais ce n'était pas de l'ordre de l'angoisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça me pose un peu plus question quand même. Je ne suis pas totalement neutre sur le sujet, il faut bien l'admettre, notamment en ayant des enfants, bien sûr, fatalement. Mais non, je ne crois pas que ce soit l'angoisse l'anxiété qui m'est amenée là au départ, en tout cas, vraiment pas. Je crois que ça s'est fait naturellement. Je ne saurais pas dire. Et donc, dans ce groupe de travail, vous accompagnez des personnes? Alors non, c'est plus des réflexions autour de comment accompagner les personnes. Ok. Plutôt ça. Donc des réunions sur quelle méthode vous employez, voilà, des choses comme ça. Alors, c'est un groupe de travail qui regroupe que des chercheurs? Des psys. Des psys. essentiellement. Ok. Plutôt des psys Ok. impliqués. Voilà. Et donc, juste pour ouvrir un peu une parenthèse sur la solastalgie, c'est vraiment accompagner des personnes qui sont angoissées par le futur et ce qui va se passer dans le monde. Ouais, ou ce qui se passe déjà. Ça peut déjà commencer maintenant, ou ce qui s'est même déjà passé. Donc ce sont des gens qui sont préoccupés par ça, des personnes qui sont préoccupées pour elles-mêmes, mais aussi pour l'avenir, pour un peu tout, quoi. Ça dépend. Voilà. Ok, donc le but c'est de les accompagner pour qu'elles puissent se sentir mieux et quand même vivre décemment dans un monde dans lequel pas Oui, tout alors va bien. certains de mes confrères admettent qu'on ne pourra pas, à l'échelle du problème, réduire complètement l'anxiété, que c'est vain. C'est vrai que, parce qu'il y a aussi, ils considèrent qu'il y a aussi un principe de réalité qui fait que de toute façon, voilà, stress il y aura, entre guillemets, peut-être. Mais il y a quand même des façons de réduire ça. Réduire ça, non pas pour réduire l'inconscience et faire l'autruche, comme on disait tout à l'heure, mais plutôt, au contraire, les rendre plus adaptables. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ce qui va vraiment stresser l'individu, ce sont des formes d'incohérence. Et une première incohérence, c'est de ne pas aligner les comportements sur sa prise de conscience et ses angoisses. À partir du moment où la personne commence à avoir des comportements un petit peu pro-environnementaux, même si c'est à son échelle et que ça ne va pas changer la face du monde, elle est déjà un tout petit peu moins stressée parce qu'il y a une forme de cohérence qui se met en place et ça apaise un peu l'individu. En gros, dans l'idée, c'est ça. Tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant, je ne suis pas totalement neutre. Et je trouve que quand on est chercheur, en tout cas, on a ce devoir de neutralité. Et justement, on écoute beaucoup les chercheurs parce qu'ils sont neutres et que c'est des personnes qui ont un regard objectif sur les situations. Du coup, comment est-ce que tu gères ce côté « je ne suis pas totalement neutre d'un côté, mais je dois… » Alors, sur cette question-là, il y a plusieurs choses. Quand je disais « je ne suis pas totalement neutre », c'est plutôt sur le côté de l'anxiété, effectivement. Au sens où j'y échappe pas complètement. Et voilà. Après, j'arrive à le gérer évidemment un petit peu, mais voilà. Surtout, encore une fois, par rapport à la question des enfants. Et de la planète en général. Par contre, c'est vrai que, là on revient sur le GECO, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais on s'est dit aussi à un moment, en créant le GECO, qu'on était à un tournant virage, ce que vous voulez, où il fallait vraiment que justement, là, pour une fois, les chercheurs sortent de leur devoir de réserve.
Parce que les chercheurs, même s'ils sont entre guillemets en quête de vérité, etc., bon, ça n'est qu'une représentation des choses. Ça n'est jamais la vérité absolue, bien évidemment. Donc il y a toujours une réserve de principe en se disant, bon, hypothétiquement, on pense que voilà, ça pourrait se passer comme ça, on imagine que, voilà, que ça fonctionne comme ça, des choses comme ça. Donc il y a toujours une réserve. Mais là, on s'est dit, on a tout un tas de savoirs entre les mains. Les minutes comptent, quoi, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à être dans l'hypothèse ou est-ce qu'on se lance? Alors évidemment, on peut se tromper. On a bien conscience de ça, mais si on ne fait rien, on se trompe aussi, largement. Donc, du coup, on a un peu invité les chercheurs membres du GIECO à sortir de cette posture-là, même si c'est très inconfortable parce que c'est pas tout à fait spontané pour nous. Mais là, on s'est dit, il faut se mouiller, quoi, un peu, en gros. Ok. Bon, mais du coup, tu commences à parler du GIECO. Donc, on va pouvoir aborder un peu la question. Est-ce que tu peux peut-être commencer par d'où ça vient cette idée de GIECO et comment tu en es arrivé à le cofonder avec Jacques Fradin? Quel a été un peu le cheminement et l'histoire pour en arriver à la création du GIECO? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit au départ, c'est vrai qu'on se rejoignait pas mal sur tout un tas de questions, sur la façon de voir la recherche, de voir la recherche en général et certaines questions qui nous préoccupaient donc avec Jacques. Quand je dis une façon de voir la recherche, c'était que d'entrée de jeu déjà, on avait une envie d'aborder les choses de façon pluridisciplinaire, y compris en dehors des questions environnementales. Parce que sinon, on avait trop l'impression que c'était cloisonné, qu'on aurait eu des œillères, des choses comme ça. Donc aborder un problème simplement avec un angle de vue, c'est trop restreint, évidemment. Sauf que ce n'est pas du tout dans les mœurs scientifiques, en réalité. Parce qu'on estime, à juste titre, d'un certain point de vue, que si on commence à s'intéresser à un domaine, pour être compétent dans ce domaine, il faudrait ne faire que ça, entre guillemets. On ne peut pas prétendre être compétent si on balaye trop de domaines. Sauf que, oui, ok, d'accord, mais du coup, on a des erreurs, sans doute, par rapport à l'objet étudié. Donc déjà, on était un petit peu dérangé par ça, donc c'est vrai qu'on a une posture un petit peu différente de la plupart des chercheurs sur ce plan-là. Et évidemment, naturellement, vient se poser la question environnementale et sociétale à partir du moment où on a ce point de vue-là. Ça ne peut pas en être autrement. Donc, il y a 10 ans, à peu près de ça, c'était à peu près en 2010-2011, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on fasse quelque chose, quoi. On ne sait pas du tout, avec nos petits bras. On s'est réunis, il y avait donc Philippe Van den Bosch qui est un chercheur, un grand chercheur en biologie à Bruxelles, en Belgique. On a fait un genre de brainstorming. On a tout balayé, on s'est dit, mais bon, le problème c'est que le problème climatique, ok, mais il n'y a pas que ça. Le problème climatique, évidemment, pose une question d'urgence, etc. Mais c'est un symptôme d'un dysfonctionnement plus global, plus profond, qui est au niveau, qui pose la question au niveau sociéto-économique, etc. Non. Donc, on s'est dit, le problème ne peut pas être pris uniquement par la lorgnette du changement climatique, mais ça nous paraissait trop vaste. Donc, on s'est dit, comment on fait ? Et on a un peu laissé en suspens. On s'est dit que d'autres le feraient mieux que nous, qu'on n'avait pas les moyens, pas le temps, pas assez de bras, etc. Donc, on a laissé en suspens. Et puis, les années ont passé, et 10 ans plus tard, là, on s'est dit, toujours rien qui a été fait au niveau scientifique. Alors, il y avait eu des manifestes, des choses comme ça, mais pas vraiment quelque chose de concret. Donc là, on s'est dit, c'est pas grave, on y va, hein, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez de bras, mais on y va. Donc, on s'est réunis avec Jacques, à nouveau. On a lancé un manifeste que j'ai essayé d'envoyer partout dans le monde, sur toutes les disciplines, parce qu'on ne voulait absolument pas qu'il y ait
voilà, de hier là aussi, autant que possible. Évidemment qu'il y aura un angle mort, mais autant que possible. On a recueilli suffisamment de signatures en suffisamment peu de temps pour se dire, bon, ça vaut la peine, ça intéresse, on y va. Je crois qu'on a réuni plus de 1000 signatures en l'espace de quelques mois, hein, donc c'est allé assez vite. On a fait une première réunion à l'UNEP, donc c'était en octobre 2019. L'UNEP, c'est la branche des Nations Unies pour l'environnement, protection de l'environnement. Le programme environnemental, voilà, c'est ça. On a réuni quelques chercheurs au niveau international de différentes disciplines, alors majoritairement quand même des disciplines sciences humaines et sociales, mais pas uniquement, et dans l'idée de faire quelque chose de collégial. C'est-à-dire, bon, on a une idée balbutiante de ce que pourrait être un GIECO, qu'est-ce que vous en pensez, comment on construit, comment on structure la chose, quels seront ses objectifs, etc. Donc on a décidé tout ça ensemble. Il y a eu une deuxième réunion au mois de mars, février-mars en 2020, toujours à l'UNEP. À partir de quoi on a lancé les choses, quoi. Voilà, c'est parti, en gros. Ok. Tu parlais de créer des rapports vulgarisés, parce que l'objectif, in fine, c'est quand même de donner des outils aux acteurs de la transition ou à toutes les personnes qui veulent se saisir de ces questions. Dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que tu as accepté cette interview et pourquoi est-ce que c'est intéressant de permettre au grand public de se saisir de ces questions? Je dirais, ça fait partie des moyens, entre guillemets, la médiatisation. D'ailleurs, on pense toujours à constituer pour le coup un quatrième groupe, qui soit un groupe de médias, qui puisse nous aider à porter le sujet aussi. Et juste faire parler du sujet, c'est tellement important, quoi. Voilà. On ne peut pas faire ça sans ça, en réalité. Même notre projet, ce serait un coup d'épée dans l'eau si des gens comme vous ne font pas ce que vous faites, quoi. Ok. Trop bien. Parfait. Très bien. Bon. Ton rôle de secrétaire général au sein du GIECO, qu'est-ce que ça implique? Enfin, qu'est-ce que c'est ce rôle? C'est quoi tes responsabilités? Qu'est-ce que ça implique? C'est plutôt lié à un mode de fonctionnement de travail qu'on a, c'est-à-dire que ça implique que je peux à peu près tout faire, depuis la photocopieuse jusqu'à parler du sujet, jusqu'à écrire des rapports, jusqu'à éventuellement coordonner certaines choses, etc. Donc ça me permet d'être touche à tout, effectivement, et j'aime bien. Ça me permet d'être là, et pas tout le temps non plus, quand je suis prise ailleurs. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je crois que j'ai ce rôle-là, au sein du GIECO. Ça me va bien. Ok. Pourquoi est-ce que c'était important que ce soit un groupe de travail international et transdisciplinaire? À la fois pour des raisons de portée du GIECO, mais aussi pour pouvoir embrasser au possible les problématiques qui ne soient pas juste franco-françaises ou européennes ou occidentales. Parce qu'évidemment, on n'aura pas les mêmes problématiques d'un pays à l'autre, en Afrique, insulaire, enfin voilà. Donc là aussi, qu'il y ait le moins de trous dans la raquette possible, il y en aura forcément, mais voilà. Et puis transdisciplinaire pour les mêmes raisons, pour faire en sorte que... et quand je dis transdisciplinaire, c'est véritablement pas uniquement les sciences humaines et sociales, c'est aussi les sciences biologiques, c'est aussi biologie marine, les sciences technologiques, tout ce qu'on veut qui puisse participer à l'émergence des solutions, à dire voilà, par rapport à tel problème, on sait qu'on peut avoir telle solution. Donc c'est à la fois pour comprendre au mieux les problèmes, en faire une liste qui soit la plus exhaustive possible,
et pouvoir apporter un maximum de solutions également, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur comment est-ce qu'il est organisé aujourd'hui? Parce que du coup, de l'extérieur, on dirait que ça a été un peu inspiré du GIEC. Et est-ce que tu peux expliquer du coup un peu comment est... Clairement, ça a été largement inspiré du GIEC. On s'en cache pas, enfin, il n'y a pas de... On s'en fiche, l'idée, c'est l'objectif, surtout. L'idée, c'est qu'effectivement, il y ait un premier groupe qui soit un groupe de chercheurs, enfin de scientifiques, lesquels seraient amenés, comme on l'a vu tout à l'heure, à sortir un peu de leur devoir de réserve pour notamment, alors, quand même d'une part, faire un peu un état de l'art sur leurs connaissances à leur niveau, sur tout ce qui pourrait contribuer à une dynamique pro-environnementale, que ce soit à une quelconque échelle, en gros micro, macro, mezzo, d'une part, et aussi qu'ils donnent un peu leur opinion, qui est un état de l'art. Ok, l'état des lieux, c'est ça, mais à côté de ça, moi, je pense qu'il pourrait, qu'il serait plus favorable de faire ça, ça, ça et ça. Bon. Donc, en groupe de travail, il y a différents groupes de travail. On souhaite que ce soit transdisciplinaire, encore une fois, majoritairement. Après quoi, l'idée serait de constituer éventuellement un deuxième, troisième groupe. Donc là, c'est encore... ça change régulièrement, on hésite souvent, mais en gros, dans l'idée, c'est déjà qu'il y ait un groupe qui soit toute partie prenante pour avoir des remontées terrain. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, tous azimuts. Ça, c'est une chose. Et aussi un groupe entreprise, parce que, évidemment, on peut se poser la question du greenwashing, ça, voilà. Mais en attendant, greenwashing ou pas, si on n'embarque pas les entreprises, on risque d'avoir des problèmes. On ne pourra pas faire sans. Donc, et puis dans les entreprises, il y a quand même des gens qui disent « Oh là, et mes enfants aussi, dans tout ça, ça va devenir quoi ?» Donc, ils ne sont pas tous insensibles. Donc l'idée, c'est de voir aussi quels sont leurs besoins. Qu'est-ce qui les contraint à ne pas entrer dans une dynamique pro-environnementale ou pro-sociétale ou que sais-je, et de voir si les chercheurs potentiellement peuvent apporter des solutions à ça, concrètes. Évidemment, l'idée là, par contre, ce serait que ce soit totalement étanche entre le groupe de chercheurs et le reste, pour éviter qu'il y ait des pressions quelconques. Alors, on essaie de tout verrouiller, de tout avec des avocats, des ceci, des cela, donc voilà, des chartes éthiques, Enfin, bon, on sait que ça va être compliqué, on sait que potentiellement même on peut nous attaquer là-dessus, mais on ne voit pas comment aborder le problème en faisant l'impasse sur ce sujet-là, donc sur le sujet des entreprises. Donc ce serait un groupe composé d'entreprises qui eux aussi apporteraient une réflexion. C'est ce ça. serait quoi leur rôle? Voilà, c'est ça. Leur réflexion et leurs questions aussi. Ok. Sur comment on fait, comment on s'y prend. D'accord. Et le groupe, tu disais un groupe de parties prenantes, Oui. c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est plutôt des gens, en gros, qui seraient sensibilisés d'une façon ou d'une autre. Par exemple, on sait que le secteur agri, le secteur alimentation, évidemment, sont impliqués là-dedans. Donc, il y aurait des personnes assez basiquement qui viennent du champ de la diététique, qui des chercheurs dans le domaine éventuellement, alors ça, bon, on revient à la recherche, mais des gens qui sont sur le terrain plutôt, qui vont remonter des questions de terrain et qui, dans le sens inverse aussi, vont relire les rapports des scientifiques pour dire, en gros, non, là vous êtes à côté, c'est pas ça qu'on vous a demandé, revoyez votre copie, le terrain c'est pas ça, donc c'est pour éviter aussi ce problème-là. Ou oui, mais ça, non, parce que cette méthode-là, la question est bonne, mais la méthode est mal posée. Ou encore, oui, on comprend vaguement, mais votre papier est imbuvable, donc il faut le vulgariser davantage. Donc un filtre à ce niveau-là. D'accord. Aussi. Donc pour que tout ce qui sort de ces rapports soit vraiment applicable sur le terrain, rapidement, à grande échelle. D'accord. Les groupes de scientifiques, ils vont publier des rapports.
Est-ce que tu peux en dire plus sur quel rapport, les échéances et Faudra voir ça avec oui. avec Stéphane Labranche, mais parce que c'est lui qui a pris le relais au départ. J'étais beaucoup impliquée là-dedans et puis Ok. Stéphane Labranche Voilà. qui est qui est coordinateur scientifique très bien. pour le coup, qui est arrivé en cours de route, juste avant la première réunion à l'UNEP. Et donc oui, là, il est en train de coordonner tout ça. Normalement, ça devrait être dans l'année. On devrait avoir un premier rapport dans l'année, mais il ne faut pas dire de bêtises, il faudra vérifier avec lui, parce qu'il y a toujours des retards avec ces choses-là. Il devait déjà sortir l'année dernière. Enfin, bon, voilà. Il y a eu une première esquisse de rapport, ceci étant, sur le Covid. Quand la problématique Covid est apparue, en fait, c'était à la fois parce que c'était intéressant d'un point de vue d'une adaptation rapide à ça. Donc, voir qu'est-ce qui participait en termes de facteurs humains et qu'est-ce qui freinait l'adaptation rapide à ce problème-là, à un problème qui touchait tout le monde. Donc, c'était intéressant par rapport à ça. Alors, j'aime pas dire ça parce qu'évidemment, c'est un sujet un peu dramatique tout de même, mais c'était aussi pour nous un test pour voir aussi comment on fonctionnait les uns avec les autres. C'est-à-dire à quel point on est capable, nous, scientifiques, de construire nos rapports, quelles problématiques ça nous demande d'avoir une telle transversalité, etc. Donc, on a fait une première ébauche de rapport de façon beaucoup plus succincte que ce seront les prochains rapports. Mais voilà, ça a donné un ordre d'idée déjà. Pourquoi est-ce que c'est important de se saisir de ces questions-là aujourd'hui et quels sont les objectifs? Alors, il y a ce qu'on appelle la notion de biais cognitif, dont on parle souvent aujourd'hui, alors pour ceux qui s'y intéressent évidemment, mais on en entend un petit peu parler. Et on se rend compte qu'il y a tellement de biais dont il suffirait, entre guillemets, que les gens en aient conscience pour pouvoir contrecarrer un peu ça. Contrecarrer quoi? Contrecarrer, certains comportements qui sont inadéquats, inadaptés en général, que ce soit dans sa vie personnelle ou justement sur les questions pro-environnementales. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience, de faire prendre conscience de ces biais-là, fortement, très fortement. Il y a deux grands champs qui, à mes yeux, sont importants là-dedans. C'est tout ce qui est de l'ordre du rapport de force. Donc, c'est un champ de recherche à part entière. Deuxième, c'est la problématique. Alors, nous, on appelle ça du mode de fonctionnement automatique versus mode de fonctionnement adaptatif. C'est vraiment cela qui risquerait de faire entrave véritablement, durablement. Donc, il y a cette dynamique-là. Après, sensibiliser les gens à ça permet aussi de s'en défendre, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui passent de façon inconsciente. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc, ça me semble primordial que de faire prendre conscience de ça. Pour insuffler une dynamique de changement autant que possible. Donc, le mode automatique va, en gros, constituer tout ce qui est de l'ordre des routines de comportement, des croyances aussi, un peu, des croyances plus ou moins adaptées, plus ou moins rigides, plus ou moins, plus ou moins ancrées dans le réel aussi. Et le mode de fonctionnement adaptatif, c'est vraiment un mode de fonctionnement, alors qui a un support a priori neurocognitif, donc c'est pas juste vu de l'esprit, enfin une théorie qui lui permettrait effectivement de favoriser le changement, de s'adapter au sens plein du terme, tout simplement, et à quelque situation que ce soit, et aussi complexe qu'elle fût. Le mode automatique, lui, il applique ce qu'il connaît. Il ne cherche pas. Bon. Des fois, c'est très utile, mais des fois, évidemment, c'est un peu rudimentaire. Et on sait qu'il y a tout un tas de stratégies, de stimulation, même des fois environnementales, c'est ce qu'on appelle aussi des fois les nudges,
qui permettent de faire passer l'individu un peu en mode mental adaptatif, ou alors il peut le faire lui-même s'il se connaît suffisamment bien, ou s'il a appris des stratégies, etc. Donc ça, voilà, tantôt ça peut freiner les comportements pro-environnementaux si on est trop en mode automatique. C'est ce qui explique aussi le gap entre la conscience de la situation et je ne bouge pas. Et en même temps, on peut stimuler ça, on peut stimuler le mode adaptatif et donc les faire un peu bouger, normalement. Voilà. Ok. Très bien. On va revenir sur tes spécialités à toi. Dans ta description, en tout cas sur la page du que tu te présentes comme psychologue et chercheuse en sciences comportementales et cognitives, toi, dans cette discipline précise, qu'est-ce que tu identifies comme étant des points bloquants pour les personnes qui sont conscientes de la transition mais qui n'arrivent pas à changer leur comportement? Et ensuite, deuxième partie de la question, quels pourraient être des leviers du coup sur lesquels jouer? Il y a un point qui est à la fois individuel et soit, selon le terme qu'on emploie, soit groupal, soit grégaire, donc qui concerne à la fois l'individu et le groupe, et l'individu par rapport au groupe. Donc c'est vrai que ça touche un peu les deux dimensions. Et ça touche aussi toute une gamme de comportements et aussi les croyances des gens, etc. C'est-à-dire que c'est ce dont je parlais tout à l'heure en termes de rapport de force. On s'est rendu compte, alors c'est un tout petit peu compliqué, je vais essayer de synthétiser, qu'il y a eu une première forme d'organisation hiérarchique relativement primitive, archaïque, donc basée encore une fois sur le rapport de force, dans le sens où on a observé, et on l'observe chez les animaux en général, y compris chez l'être humain, les animaux grégaires, donc qui vivent en groupe, qu'il y avait des factos, entre guillemets, ce qu'on appelle des dominants. Alors pas dominants au sens forcément de leader ou quoi que ce soit, mais dominants avec un sens bien particulier dans le domaine de l'éthologie, et des soumis, donc là aussi pas au sens commun, mais plutôt en rapport à l'éthologie, c'est-à-dire qu'en gros, les dominants avaient de fait accès à la nourriture en premier, accès aux partenaires sexuels en premier pour pouvoir se reproduire, etc. Et les soumis avaient les restes. Bon. Alors, si inique que pouvait être ce système, il permettait à minima de minimiser les conflits intragroupes. Parce que ça permet en gros de ne pas se taper dessus pour pouvoir avoir la nourriture en premier, etc. Et faire en sorte que le groupe ait plus économise son énergie pour aller ensuite chasser, pour protéger le groupe face à l'adversité, etc. Bon. Jusque-là, tout va bien, entre guillemets, sauf que, évidemment, l'être humain, les siècles passants, c'est quand même un petit peu affranchi de ce mode de fonctionnement-là, un petit peu, mais pas suffisamment, malheureusement, ce qui crée des conflits internes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui se sont mis en place, des systèmes hiérarchiques qui sont beaucoup plus méritocratique, ancré sur des valeurs, etc. Mais ça crée des conflits, parce que ça reste, ce système-là archaïque, grégaire, reste quand même très puissant, il impose aux individus beaucoup de choses, et quand je parlais tout à l'heure de traitement inconscient, c'est par exemple, on a remarqué que une voix grave, qui est souvent l'attribut, pas toujours, on peut avoir une voix grave sans qu'on soit dominant, mais c'est souvent l'attribut des personnes plutôt dominantes. De même que certaines postures, certains faciès, est souvent l'attribut des dominants. Et donc, ils ont fait une étude toute bête qui consistait à écouter un simple « hello », je crois, avec différents types de voix, et à montrer certaines photos avec certaines expressions, voilà. Alors évidemment des expressions de dominants, des voix de dominants versus des voix un peu, voilà, tout type de voix. Et on a demandé aux gens, alors c'est pas très cher, mais on a quand même demandé aux gens, juste pour voir, de dire, quelles sont les personnes en qui vous feriez le plus confiance et qui vous inspirent le plus d'intelligence, a priori, juste sur le son, le timbre de voix ou sur le faciès. Bon. Enfin sur l'expression faciale. Et ce qu'on observait, c'est que les gens, en très très grande majorité,
indiquait que c'était les voix de dominants qui inspiraient davantage confiance. Et les attitudes, enfin les photographies de dominants. Ce qui pose un petit... et qui inspirait l'intelligence aussi, à QI égal. Bon, ce qui pose un peu question, grandement question, parce que dans la vie réelle, concrètement, on se rend compte, avec d'autres études qui ont été menées par différents chercheurs, que les dominants, justement, ont une tendance, au contraire, à ne pas vouloir se plier aux règles, pas du tout, puisqu'ils estiment être au-dessus des règles, à avoir une vision plutôt court terme, pour pouvoir appuyer leur pouvoir, etc. Donc, ils ne sont pas du tout dans une dynamique durable, en réalité. Ils peuvent avoir conscience de la chose, mais c'est plus fort qu'eux. Alors, ce n'est pas un jugement. Ils n'ont pas choisi d'être dominants, c'est comme ça. Mais c'est impulsif. Et ils sont plus impulsifs qu'ils ne sont audacieux. Et souvent, on les interprète comme étant audacieux. Et ils ont... Donc, on est un petit peu soumis, pour ne pas reprendre les termes d'éthologie, mais au fait de quand même les considérer comme étant plus intelligents et dignes de confiance, là où, au contraire, il faudrait plutôt faire attention. Et on s'est rendu compte dans des audits, des choses comme ça, que ceux qui étaient vraiment, vraiment verrouillés par rapport à la question du changement climatique, c'était eux, plus que tout le reste. Donc là, on s'est dit, et ils influencent souvent les autres. Donc comment on fait par rapport à ça? Comment on contrecarre ça? De l'autre côté, il y a ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le mode automatique. Donc là, c'est plutôt l'histoire de routine chez l'individu, donc ça n'a rien à voir avec le rapport de force. Donc les individus ont leur routine soit de pensée, soit de représentation, soit d'action, de comportement. Comment les changer? Donc ça, on a pu voir qu'il y avait... on pouvait stimuler un peu certaines choses chez eux, certaines fonctions cognitives chez les individus, qui puissent les amener plus favorablement à la fois à prendre conscience de certaines choses, mais également à faire suivre leurs actions. Donc sur des principes d'action collective, tout simplement. Enfin voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans, mais... Est-ce que tu aurais des exemples, peut-être, Un exemple? pour illustrer? Si, peut-être. Parce que c'est assez parlant en général par rapport à la situation dans laquelle on est. Il y avait l'histoire du commandant Pichet que j'avais exploité justement pour ma thèse. Alors, bon, il a eu la vie qu'il a eue un peu arrosée, on dira, donc ce qui a impacté un peu son histoire, mais le fait est que Qui est le commandant Pichet? J'y viens. Commandant Pichet était donc un pilote, un commandant de bord, donc civil, et il s'est trouvé, alors je ne sais plus exactement les détails de l'histoire, mais il s'est trouvé en plein milieu de l'océan, en panne de carburant, donc un Boeing ou un Airbus, je ne sais plus, donc avec je ne sais combien de personnes à bord. Ce qui était intéressant là, parce qu'après on a étudié un peu la boîte noire, ce qui était intéressant, ils s'en sont sortis, hein. Voilà. Ce qui était intéressant, c'était que véritablement, normalement, ces conditions de vol, bon, c'est bon, on se crachait, quoi, il n'y a pas... Voilà. Et on observait les moments où, tantôt, il disait que... il niait les faits, totalement. Il niait les indicateurs de vol en disant « Non, mais c'est pas possible, c'est les indicateurs qui ont un problème. » Donc, sous-entendu, on va s'en sortir, donc dans sa dynamique. Mais par contre, donc très fermé, et c'est un des problèmes majeurs qu'il y a en mode automatique, c'est le fait d'être fermé à d'autres possibilités, au champ des possibles en général, qu'ils soient bons ou mauvais, d'ailleurs, les possibles en question. Donc il était fermé sur l'idée que tout va bien se passer, les indicateurs sont faux, mais par contre, en même temps qu'il était dans cet état d'esprit-là, il enchaînait les erreurs stratégiques, clairement, et on voyait par d'autres indices comportementaux qu'il était particulièrement stressé, alors même qu'il pensait que tout allait bien se passer. En revanche, il alternait ces moments-là avec des moments où, au contraire, il disait non, mais en fait, non, on va tous se cracher. Et là, étonnamment, il était très calme. Il y avait plein d'indices qui montraient qu'il avait beaucoup plus une forme de sérénité étonnante. Mais il disait, bon,
quitte à se cracher, je vais tenter. Il y avait vraiment cette optique-là. Et à ce moment-là, on voit que, donc, selon nos critères à nous, que sont les critères du mode adaptatif, c'est l'ouverture, donc une forme de curiosité sur qu'est-ce qui se passe autour de moi, une forme d'acceptation, acceptation de la situation qui n'est pas une résignation, ça c'est une forme de mode automatique. L'acceptation, c'est ok, les données d'entrée, c'est ça. Une prise de recul, qu'est-ce que je peux faire? Je me recentre sur moi aussi, je m'affranchis momentanément de tout ce qu'on pourrait penser, de l'influence, de tout ce qu'on m'a raconté, pour me centrer sur l'ici, maintenant et qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc, les moments où il était dans cet état d'esprit-là, qui est plutôt pour nous signe du mode mental adaptatif, il était en totale conscience qu'ils allaient probablement se cracher, mais là, il avait les bonnes stratégies. Il mettait en place les bonnes stratégies, il tenait compte des indicateurs. In fine, pneus éclatés, mais aucun mort, aucun blessé, rien. Ils se sont posés, ils ont fait, je crois, plus d'1 heure de planeur. Totalement improbable, avec ce genre d'engin, quoi. D'accord? Donc voilà. Donc ça apprend un peu. Ok. C'est un exemple. Je ne sais pas si ça peut répondre un petit peu, mais l'idée, en gros, c'est ça, c'est de stimuler la curiosité chez les gens, l'ouverture, l'acceptation pleine et entière. Donc, ok, j'ai un problème qui se pose à moi, je le prends comme une équation. Le fait de prendre du recul, de ne pas être... de sortir aussi d'une espèce d'autocentration, entre guillemets, prendre plusieurs avis, parce qu'un seul ne suffit jamais. Le fait aussi d'accepter que le monde soit complexe. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir sursimplifier le réel en disant non, je veux que ça rentre dans une boîte à chaussures, en gros. La recherche, c'est un peu le problème de ce qu'on évoquait plus haut. En saucissonnant le réel, oui, mais le saucisson ne fait pas le cochon, quoi, en gros. Donc c'est un peu compliqué. Alors évidemment, nos représentations ne seront jamais que des représentations éloignées du réel, mais l'idée, c'est d'essayer de réduire un peu le gap. Et ça fait partie complètement du mode mental adaptatif en réalité. Le fait d'arriver à se dire bon, le monde est complexe, ça va forcément m'échapper, il y a tout un tas de choses qui vont forcément m'échapper, mais j'essaie de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai et je m'adapte en temps réel plutôt que de tout vouloir contrôler, parce qu'en voulant contrôler absolument tout, de toute façon, on réduit le réel, on ne peut pas. Donc c'est pas possible, ça ne matche pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. Tu as bien illustré 2 freins, cette histoire de personnes dominantes qui sont un peu bornées dans ce qu'elles pensent et le mode automatique qui nous fait rester dans nos comportements sans réfléchir. Mais si tu avais des conseils à donner à des acteurs de la transition, des personnes qui font de la sensibilisation, qui veulent faire évoluer les comportements des personnes autour d'elles, on n'a pas encore les résultats des rapports du GECO non plus. Toi, au vu de ta spécialité et de ton expérience jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des acteurs ou actrices de la transition qui essayent de faire évoluer les comportements des personnes? Alors, qui constatent que le niveau de conscience a augmenté, mais que les comportements ne suivent pas forcément. Déjà que, effectivement, la banalisation aussi. Essayer de favoriser la banalisation. C'est quelque chose qui est quand même que les gens ne font pas aussi parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils renverront, de se dire bah, si je fais ça, je vais paraître bizarre, etc. Donc, avoir conscience quand même au fait de banaliser un acte, donc de l'initier, et que ça puisse quand même autour de soi faire que de proche en proche, on favorise ça. Ça marche pas mal, contrairement à ce qu'on pourrait croire au démarrage. C'est la première chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est effectivement Donc observer. juste pour revenir sur la banalisation, Oui, c'est-à-dire faire des actions et faire comme si c'était normal. c'est ça. Et Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant oui, je cherche à convaincre, mais j'y arrive pas. Et eux-mêmes ne font pas, d'ailleurs, en plus de ça.
Et en réalité, souvent, on se rend compte, je leur dis, plutôt que d'essayer de convaincre, surtout si face à toi, tu as un mur, agis, fais-le. Fais-le en montrant que les autres te voient sans faire de commentaires, sans faire de jugement, parce que sinon les gens vont se sentir par définition jugés et du coup, ils ne vont pas rentrer dans le jeu, quoi. En revanche, rendre ça banal, comme si tu faisais ça tous les jours, etc., petit à petit, ça va rentrer dans leur représentation. Et donc ça peut se faire. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, qui est quand même très rudimentaire, malgré tout. Et la deuxième, c'est effectivement prendre le temps d'observer. Parce que prendre le temps d'observer, ça rend curieux. Ce qui rend curieux fait qu'on s'adapte mieux. On se met dans une posture d'ouverture à ce qui se passe, aux problèmes, etc. Donc ça nous permet de mieux absorber les données du problème et les leviers, justement, quelle que soit la situation, de façon générale. Et aussi complexe qu'elle puisse être. Essayer de se recentrer sur vraiment sa compréhension du problème en s'appuyant sur éventuellement les avis des uns et des autres, mais pas au détriment de sa propre réflexion. Donc essayer de pondérer un peu l'influence globale, un minimum, et de se dire aussi le réel est forcément plus complexe que ce que je me représente. Et prendre le temps de dire, en quoi il est complexe, il y a forcément des choses qui vont m'échapper. Et généralement, ça fait émerger des solutions. C'est l'état d'esprit qui vient en amont de la solution. Et ça, pour le coup, je peux en parler un petit peu. Chez les pilotes, on voyait souvent ça. C'est-à-dire que les pilotes me disaient, vous êtes gentils. Nous, il y a des moments où on doit mettre en place une stratégie. On a 1 minute. Concrètement dans notre cockpit. Donc, moi, j'ai pas le temps de faire un exercice et tout, tralala. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était déjà un état d'esprit à favoriser en amont de leur situation de vol. Et cet état d'esprit-là, ils arrivaient à l'enclencher après, plus facilement, pendant la situation de vol. Et c'est là qu'ils parvenaient plus facilement à passer en mode adaptatif en l'espace de quelques secondes. Et ils avaient peu d'actions finalement qui étaient en deçà de quelques secondes. Ils avaient au moins 2-3 secondes. D'accord ? Donc oui, c'est possible. Donc c'est déjà l'état d'esprit qui prévaut avant la stratégie et qui va aboutir à une stratégie. En gros. C'est clair ? Ouais. Question qu'on pose à la fin, est-ce que toi, tu as été inspiré dans ton parcours ou dans tes lectures par des personnes qui pourraient avoir des éléments de réponse intéressants sur ces questions-là? Alors, pas forcément qui m'aurait inspiré. Si, il y a le rapport à la norme qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui quand même est traversé un petit peu par les questions qu'on a abordées. Et je pense à ça parce que ça me fait penser à Dominique Bourg. Qui évoque les choses différemment, mais qui évoque quand même la question du rapport à la norme, et qui est au cœur. Qu'est-ce que c'est le rapport à la norme? Le rapport à la norme, compliqué. Quand je dis qu'il traverse les sujets qu'on a évoqués, c'est un peu en filigrane quand même. Alors, c'est que, oui, le problème d'une société normative, c'est qu'elle n'est pas forcément adaptative, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va paraître normale, par définition, mais c'est pas pour ça qu'elle est saine d'esprit. Et l'exemple de la problématique climatique en est un bon exemple. Même si ça commence à bouger aujourd'hui, même si les gens commencent à prendre conscience, etc. Mais il aurait fallu quand même que la prise de conscience soit un petit peu plus en amont, on dira quand même. Et pour autant, était normal quelqu'un à qui ça ne posait pas de questions. Donc, on se rend compte, il y a pas mal d'études aujourd'hui, sans forcer la dissidence, c'est pas non plus l'objet, que les gens qui sont trop proches, trop verrouillés sur la norme, manquent cruellement d'adaptation. Donc,
il faut tendre à essayer aussi d'assouplir ça au sein de la société, dans la culture, dans l'éducation, ce qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui. C'est très, très à la mode de dire, de parler d'inclusion, mais dans les faits, c'est un peu plus ric-rac, c'est très très compliqué. La problématique du changement climatique ne fait pas exception là-dessus. Mon hypothèse, ça reste mon hypothèse, sur l'utilité de la norme malgré tout, c'est que ça permet de créer du lien dans un groupe, un peu pour les mêmes raisons qu'on a vues plus haut, c'est-à-dire que ça permet d'éviter que tout le monde se tape dessus, quoi, en gros. Et on voit bien que dans certaines situations qui ont été étudiées dans la recherche, à un moment, tout le monde va adopter une règle, même si elle n'est pas bonne. Et on se dit, mais pourquoi ? Et alors que certains ont conscience que la règle n'est pas bonne, ils y vont quand même. Il est où le loup ? On y va quand même. Bon, et manifestement, ceux qui, par contre, dénonceraient un peu la règle, diraient, là, attention, il y a un problème. S'ils sont trop peu nombreux, ils vont être mis au banc, alors même que ce qu'ils disent est plutôt utile au groupe. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça ? Donc, sans doute pour les raisons évoquées, encore une fois, qui sont de minimiser les conflits, sauf qu'il faudrait passer au cran supérieur. Donc maintenant qu'on sait qu'on pourrait minimiser les conflits, maintenant comment on fait pour être adaptatif au sens plein du terme, et pas juste minimiser les conflits au risque de perdre tout le monde, quoi. Donc il y a cette dimension-là. Et c'est vrai que Denis Bourg, pour ce que j'en ai compris, évoque de façon assez subtile ces sujets-là, et de façon très intéressante. Voilà, en gros. Parfait. Merci beaucoup, Camille. De rien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bon. C'est la fin de cet épisode avec Camille Lefrançois-Boutan. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve très vite avec de nouveaux chercheurs et experts pour décrypter toujours plus en détail les raisons de l'inaction face aux problèmes climatiques. À bientôt!